Juste avant que je commence l'analyse à proprement dite, il faut que je vous explique un petit peu le contexte de ces deux séries, parce que les modernisations et les modifications de Blanche-Neige qui vont être faites dans ces deux séries dépendent aussi de leur contexte de production. On va se trouver, on change de pays, hein, on passe de l'Allemagne, la France à l'autre côté de l'océan, complètement en Amérique. Avec ces deux séries, donc Once Upon a Time, vous avez là la couverture du DVD de la première saison, donc c'est effectivement une série télévisée en 7 saisons qui a été diffusée de 2011 à 2018, qui est maintenant terminée, diffusée sur la chaîne ABC, qui, il faut tout de suite préciser, est une chaîne qui fait partie en fait de la Walt Disney Company, donc il y a le spectre de Disney quand même dans les épisodes de Once Upon a Time. Les épisodes sont réalisés par différentes personnes, mais le scénario est toujours de Edward Kitsis et Adam Horowitz. Pour ceux qui sont un petit peu familiers des séries, c'est aussi les scénaristes de Lost, Les Disparus. D'ailleurs, plusieurs acteurs font la transition entre Lost et Once Upon a Time. Le public cible de cette série est clairement des familles, ce qui va complètement changer de Fables de Bill Willingham, qui est destiné à un public adulte. Qui est une série de comic books. Je fais exprès d'utiliser le terme américain pour pas qu'on mélange avec la bande dessinée franco-belge, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. En 22 volumes, publiés par Vertigo, qui est un sous-label de DC Comics. Vertigo qui a été créé en fait pour justement un public plus adulte que DC Comics en général, et donc qui a des scènes de violence et de sexe plus graphiques que dans les bandes dessinées de DC Comics. Et Fables est un petit peu plus ancienne que Once Upon a Time. Elle a été publiée de 2002 à 2015. Donc là, on a les différences entre ces deux séries, mais je vais maintenant passer quand même aux similitudes pour vous expliquer pourquoi en fait je les prends les deux ensemble ce soir avec la figure de Blanche-Neige. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les deux séries mélangent les contes de fées. Dans un seul et même univers, on retrouve des personnages de tous les contes qui vont pouvoir interagir les uns avec les autres. Dans Once Upon a Time, tout commence avec la méchante reine, the Evil Queen, de Blanche-Neige, qui, pour se venger de Blanche-Neige, qui a réussi à épouser le prince, débarque au mariage de Blanche-Neige et du prince. Et alors, contrairement à ce que Joël nous a dit, elle n'est pas punie, là. Mais c'est elle qui va punir, en fait, les habitants de la forêt enchantée en les envoyant dans un monde où il n'y a pas de fin joyeuse et où il n'y a pas de magie, c'est-à-dire notre monde. À Storybrooke, dans le département, enfin dans l'État du Maine, aux États-Unis. Storybrooke, c'est une ville fictionnelle, mais le Maine existe. Ce qui va se passer ensuite dans la série, c'est qu'on va avoir les deux univers qui vont se superposer dans les différents épisodes. À la fois, on va voir ce qui se passe dans la forêt enchantée et ce qui se passe à Storybrooke, les deux histoires se recoupant et créant des connexions en fait entre le passé des personnages dans la forêt enchantée et leur présent à Storybrooke. Pour Bill Willingham, c'est la même idée. Les personnages sont exilés à New York cette fois, et il crée une communauté qui s'appelle Fabletown, Fableville en français. Eux, ils viennent par contre pas seulement d'un monde comme la forêt enchantée, mais de différents mondes qui représentent en fait leur histoire. Donc chaque conte est en fait un monde, et chaque personnage de ces contes va venir s'exiler à New York à cause des conquêtes du grand ennemi qui s'appelle l'adversaire. On ne sait pas qui c'est, en tout cas au début, et qui conquiert tous les mondes des contes de fées, mais qui ne s'intéresse pas à notre monde, à New York, parce qu'il n'y a pas de magie. Voilà. Donc on se retrouve toujours, nous, sur Terre, à ne pas être d'intérêt. Ce qui m'intéresse surtout pour ce soir, comme point commun entre ces deux séries, c'est justement la centralité de la figure de Blanche-Neige dans les deux séries. Donc, comme je vous ai décrit le début de l'histoire pour Once Upon a Time, c'est effectivement la méchante reine de Blanche-Neige qui met en fait toute la série en histoire, en créant je trouve plus mes mots en français, cette malédiction, voilà, qui va amener tous les personnages de contes dans le monde réel. Et puis, dans Fables de Bill Willingham, on est introduit tout de suite au personnage de Blanche-Neige qui occupe un rôle important dans la communauté.
Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans la culture populaire américaine, et je me focalise vraiment là-dessus, plus du tout sur la culture européenne, les contes des Grimm, Blanche-Neige est un personnage emblématique du conte parce qu'elle est l'héroïne du premier dessin animé de Walt Disney, comme l'a rappelé Joël aussi, qui est sorti en 1937. Mais c'est un personnage problématique parce que la version qui est véhiculée par Disney la représente comme d'abord la femme au foyer parfaite, qui fait la cuisine, le ménage pour les nains, et ensuite aussi comme une héroïne plutôt passive. Et je vais citer un chercheur sur les contes de fées, Jack Zipes, qui dit que Walt Disney a en fait jeté un sort sur les contes de fées et qu'il les garde captifs depuis lors. Et la première victime de ce sort, effectivement, Blanche-Neige, sa première héroïne. J'ai fait le test avec certains de mes étudiants. Si vous dites conte de fées aujourd'hui, souvent ils pensent à ça pour commencer. Donc on voit bien l'influence de Disney sur le monde des contes et une influence qui va fixer en fait l'idée qu'on se fait de Blanche-Neige, notamment son apparence. Et Raphaël Baroni nous l'avait rappelé il y a quelques semaines d'ailleurs que quand on pense à Blanche-Neige, on pense à cette héroïne avec, oui, ses cheveux noirs, sa peau blanche, ses lèvres rouges, mais aussi sa robe bleue et jaune, et puis son petit nœud dans les cheveux. Voilà. Ça, c'est la culture visuelle qu'on a aux États-Unis et que les deux séries que j'étudie aujourd'hui, qui sont aussi des produits visuels, hein, une série télévisée et une série de comic books avec des images, à laquelle donc, ces deux séries vont répondre en fait, à cette imagerie de Blanche-Neige et cette dépiction de Blanche-Neige. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Blanche-Neige est aussi problématique parce qu'elle est, selon Christina Baquilega, l'objet gelé du désir masculin. Effectivement, la bonne petite femme au foyer, mais aussi à la fin, quand elle est dans son cercueil de verre, elle devient justement une héroïne très très passive qui n'attend que le baiser du prince charmant pour se réveiller. Un prince qu'elle n'a vu qu'une seule fois d'ailleurs, auparavant, mais ça ne lui pose aucun problème de partir avec lui à la fin quand il l'a réveillée. Les deux séries actuelles vont remettre cette image en question et changer cette héroïne passive qui attend un prince charmant dans son cercueil en une héroïne plus active. En quelque sorte, il faut réanimer cet objet gelé du désir masculin. Et il y a plusieurs adaptations qui le font, pas seulement en série, mais aussi en film. Donc je vais juste vous en montrer deux. Vous avez peut-être vu des films au cinéma. Mirror, Mirror, avec Julia Roberts en méchante reine, et Snow White and the Huntsman. Qui tous deux essayent de réanimer, transformer la figure de Blanche-Neige. Les critiques n'ont pas été très convaincus, trouvent qu'elle reste quand même très stéréotypée dans ces deux films. Il me semble que les deux séries que je vais étudier aujourd'hui, en fait, arrivent à transformer la figure de Blanche-Neige et justement par un effet de sérialité, parce qu'ils ont plus de place pour développer leurs personnages, parce qu'elles peuvent jouer aussi avec des différences dans les répétitions d'un épisode à l'autre, ce qui permet d'étoffer le personnage, et puis avec la juxtaposition du monde des contes avec le monde réel, qui permet aussi d'abord de donner un passé plus étoffé à Blanche-Neige dans le monde des contes, et ensuite d'en faire une femme moderne qui va parler en fait au public auquel il s'adresse, parce que c'est situé exactement dans les États-Unis dans lequel vit le public. J'ai décidé de focaliser sur deux points pour étudier cette figure de Blanche-Neige. Alors, le premier, c'est son apparence physique, justement parce que je vous ai montré avant la figure de Disney et que c'est cette figure qui va influencer les représentations visuelles de Blanche-Neige, mais les transformer aussi. L'idée des deux séries, c'est d'essayer de garder des attributs pour que Blanche-Neige reste reconnaissable à un public qui connaît Disney, et en même temps d'en faire un autre personnage. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de sa relation avec le prince charmant et ou d'autres hommes. C'est là que ça devient un petit peu intéressant, enfin. C'est justement parce que c'est un des éléments qui est le plus problématique maintenant. C'est cette relation avec ce prince qu'elle ne voit qu'une fois, qu'elle épouse, qui la réveille d'un baiser alors qu'elle dort,
Petite parenthèse, Amnesty International a utilisé La Belle au bois dormant, qui est un conte très proche de Blanche-Neige, pour une campagne pour sensibiliser au consentement, justement, en disant « No consent, no fairy tales », donc pas de consentement, pas de conte de fées. Voilà. Donc cette idée de la belle endormie est une image problématique pour le contexte contemporain. Et puis, en faisant ça, mais aussi surtout à la fin, je voudrais me concentrer sur la sérialité dans le développement du personnage de Blanche-Neige dans Once Upon a Time et Fables. Alors, non seulement parce que le cours public ici est sur la sérialité, mais aussi justement parce que je pense que cette sérialité permet de développer le personnage de manière plus approfondie et surtout de différentes manières qui me semblent intéressantes. Voilà, donc je commence tout de suite avec l'apparence physique de Blanche-Neige dans Once Upon a Time. La première saison de Once Upon a Time ouvre avec la fin du dessin animé de Disney. On voit un prince qui chevauche et qui arrive dans une forêt où des nains entourent un cercueil de verre dans lequel est Blanche-Neige. Ils ouvrent le cercueil et le prince réveille Blanche-Neige. Il y a un petit twist quand même, je vous en parlerai après, mais ce qu'on voit, c'est qu'on reconnaît Blanche-Neige à la scène, le cercueil de verre, les nains, et ensuite à son physique, quand elle apparaît, cheveux noirs, peau blanche, lèvres rouges, rosées ici. On ne le voit pas très bien sur cette image, mais elle est revêtue par contre d'une robe blanche. Donc elle n'a pas la robe de Disney jaune et bleu, alors que plusieurs autres personnages de Once Upon a Time vont en fait avoir exactement les mêmes habits que dans les dessins animés pour qu'on les reconnaisse bien. Donc ça, c'est la première apparition de Blanche-Neige dans la forêt enchantée. Ensuite, on passe à Storybrooke, où on va voir Blanche-Neige en femme moderne. Et la première fois qu'elle est mentionnée, c'est par son nom. Les personnages de contes de fées ont aussi changé de nom. Ils ont oublié qui ils étaient à Storybrooke, ce qui était très pratique. Donc on peut recréer d'autres histoires. Mais Blanche-Neige s'appelle Mary Margaret Blanchard. Donc elle a gardé dans son nom de famille son élément de blanche. Donc on la voit d'abord par son nom et ensuite on la voit dans son rôle de maîtresse d'école. Elle arbore cette fois des cheveux courts, toujours noirs, une peau blanche et ses lèvres toujours rosées. Et là, il y a un autre petit clin d'œil à Disney. Elle est en train d'enseigner à ses élèves à construire une maison pour oiseaux. Donc elle a son petit oiseau bleu exactement comme dans le dessin animé, quand elle fait le ménage, elle est aidée par des oiseaux et d'autres petits animaux. Donc là, on a les deux représentations de Blanche-Neige dans la forêt enchantée et dans le monde réel. Hein. Et puis, au fur et à mesure des épisodes, on va voir l'histoire de Blanche-Neige avant qu'elle rencontre le prince charmant. Et là, on découvre un personnage complètement différent. Blanche-Neige, en fait, donc, n'est pas tuée par le chasseur dans la forêt, mais elle essaie pour se débrouiller toute seule. Elle devient une sorte de bandit qui dévalise, un peu à la Robin des Bois, qui dévalise les carrosses de la reine. Bon, c'est pas pour donner aux pauvres, c'est plutôt pour elle-même, parce qu'elle aimerait changer de royaume, en fait, et pouvoir échapper à la reine de cette façon. Son habillement, du coup, son costume est adéquat pour une telle activité. On la voit en pantalon, avec des grandes bottes, des grands gants, un gilet près du corps. Il reste les couleurs noires, blanches quand même pour qu'on continue à la reconnaître un petit peu. Mais elle devient une femme plus active, qui sait se débrouiller seule dans la forêt, qui sait tirer à l'arc, et qui sait se défendre, et qui va sauver le prince charmant autant de fois que lui la sauve. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. De la même manière, en fait, ici on voit déjà l'évolution dans la série du personnage, de l'apparence du personnage, et ceci va se produire aussi dans Fables, mais je vais d'abord revenir à la première apparition de Blanche-Neige dans Fables, voilà, qui est complètement reconnaissable aussi, avec ses cheveux noirs, sa peau blanche et ses lèvres cette fois très très rouges. Bon, on a aussi son nom. On voit tout de suite qu'elle est plus adulte, qu'elle occupe une position de pouvoir dans la communauté de Fabletown. Elle est en fait l'adjointe du maire. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que quand même, dans cette image, il y a des petites correspondances avec la Blanche-Neige de Disney. On reconnaît la couleur bleue, déjà, de la robe, qui cette fois est gardée. Et puis peut-être un petit peu la coupe de cheveux aussi, en deux parties. Elle n'a pas de nœud rouge, mais il y a un petit quelque chose de l'image de Disney.
Maintenant, c'est une femme beaucoup plus mature, beaucoup plus sexualisée, et ça fait écho à la tradition des comic books. Si vous pensez à toutes les héroïnes, les super-héroïnes, hein, elles ont toujours des costumes très sexy qu'on ne comprend pas comment elles arrivent à se battre avec. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, si on veut faire un vrai parallèle, Blanche-Neige dans Fable ressemble à Wonder Woman, qui elle aussi a les cheveux noirs, la peau blanche, les lèvres rouges finalement. Voilà, donc vous avez en fait chez Willingham un mélange du comic book et des contes de fées dans un comic book qui lui-même réécrit des contes de fées. Donc on comprend que Willingham en fait des allusions à ces deux influences en fait pour son comic book. Et cet aspect de Blanche-Neige va évoluer petit à petit avec la progression des volumes de Fables. Elle va s'éloigner de plus en plus de la princesse de Disney, se rapprocher un petit peu de Wonder Woman, surtout devenir sa propre héroïne en fait. Elle revêtit des costumes qui sont tout à fait appropriés à sa profession d'adjointe du maire. Elle est une femme très comment on dit, smart? Non, snob, voilà, un petit peu. Et une image que je voulais encore vous montrer, c'est à la fin du premier volume, quand tous les personnages de contes de fées se réunissent pour célébrer la fondation de Fabletown et leur exil, en fait, quand même, à New York. Là, elle a revêtu une robe bleue très, très proche du corps, en bustier aussi, ce qui rappelle un petit peu Wonder Woman. Et puis là, je ne vais pas aller trop loin, mais j'aime bien l'idée que l'image revient. Dans l'adaptation cinématographique de Wonder Woman, vous avez plus ou moins le même costume arboré par Diana à aussi un bal. Il n'y a peut-être aucun lien, mais on voit que en fait, cette super-héroïne de bande dessinée et Blanche-Neige ont des rapports en série, en fait. Voilà. Et donc, justement, après cette petite présentation des aspects de l'apparence de Blanche-Neige un petit peu en série, comme ça, je vais passer à la relation des deux Blanche-Neige avec le prince charmant. Alors, dans Once Upon a Time, comme je vous l'ai dit au début de la première saison, on a cette scène qui est la fin du dessin animé de Disney. Là où il y a un twist, c'est que quand Blanche-Neige se réveille, elle a l'air de reconnaître le prince charmant. Elle lui dit « Toi, tu m'as trouvé ». Donc on comprend qu'en fait ils se connaissaient avant et effectivement au fur et à mesure des épisodes on voit toutes leurs aventures qui sont en fait innombrables. Chaque fois que les scénaristes ont besoin de rajouter un lien entre Blanche-Neige et le prince charmant, ils racontent une histoire qui s'est produite avant. Donc ils ont énormément d'aventures ensemble, ils se sauvent mutuellement l'un et l'autre jusqu'à ce qu'au final ils créent même une devise qui est de dire que peu importe combien de fois ils sont séparés, ils vont toujours se retrouver. Là, vous avez « I will always find you », qui est le poster promotionnel de la 4e saison, dans laquelle l'imagerie nous fait comprendre qu'on a la Reine des Neiges qui arrive. Dont le deuxième volet sort aujourd'hui, je crois, en plus, donc voilà, c'est approprié. Bref, donc ça devient leur devise. Je vais toujours te retrouver au cours des épisodes. Donc voilà, au cours de différentes aventures qu'ils parcourent ensemble. Ce qui développe la relation, ce qui fait qu'elle est plus forte, ce qui fait que quand on arrive à cette scène, quand on se souvient de cette scène, elle paraît moins inappropriée avec le réveil de Blanche-Neige. D'autre part, la relation se développe aussi dans les deux univers en parallèle, donc dans la forêt enchantée et puis à Storybrooke. Et là, je vais prendre un exemple de le 3e épisode de la première saison, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, dans cet épisode, en fait, on a à la fois le récit de la première rencontre du prince charmant et Blanche-Neige dans la forêt enchantée et le récit de leur retrouvaille à Storybrooke. Parce qu'à Storybrooke, comme ils ne se souviennent plus qui ils sont, ils ne se souviennent plus non plus des relations qu'ils avaient les uns avec les autres. Et le prince charmant qui a été blessé juste avant que le mauvais sort soit jeté est dans le coma à l'hôpital de Storybrooke. Et Mary Margaret, parce qu'elle est quand même une Blanche-Neige gentille, elle fait du bénévolat à l'hôpital et elle lui lit un conte un soir. Un conte qui n'est autre que l'histoire de leur rencontre dans la forêt enchantée que nous, public, on va voir se dérouler en même temps.
Donc, dans la forêt enchantée, ce qui se passe, c'est que Blanche-Neige, en tant que bandit, dérobe des bijoux au prince charmant, croyant que son carrosse est un carrosse qui appartient à la méchante reine. Le prince charmant va la poursuivre, mais elle arrive quand même à lui échapper. Il la retrouve, parce que c'est ce qu'il fait. Il va toujours la retrouver. Il la convainc d'aller avec lui récupérer les bijoux qu'elle a entre-temps vendus à des trolls. Et donc, ils vont au pont des trolls, qui en anglais s'appelle Troll Bridge, après de multiples aventures où justement ils se sauvent l'un l'autre, ils récupèrent les bijoux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'épisode, ils se séparent en fait, pour aller chacun de leur côté, non sans une petite pointe de nostalgie, parce que quand même, mais voilà. En parallèle, dans le monde de Storybrooke, donc le prince se réveille comme par magie, après que Blanche-Neige lui ait lu le conte de leur histoire. Et déboussolé, il erre dans la ville et dans les bois, jusqu'à un pont qui s'appelle le pont du péage. En anglais, c'est Toll Bridge. Et là, il y a un petit jeu, parce que sur le panneau, quelqu'un a tagué en fait un R, ce qui fait qu'il se retrouve au même endroit, à Troll Bridge, en fait, que dans le monde de la forêt enchantée. Là, en fait, il s'évanouit dans la rivière à côté du pont. Et c'est Mary Margaret qui aide le shérif à le retrouver. Et c'est elle qui va de nouveau le réanimer, mais alors d'une manière beaucoup plus moderne cette fois, en lui faisant un massage cardiaque. Voilà. Donc là, on a la superposition en fait, des deux mondes, l'histoire qui se répète en quelque sorte d'un monde à l'autre et qui permettent d'étoffer le personnage de Blanche-Neige dans ce mécanisme de série en fait. Alors, maintenant, si le Blanche-Neige et le Prince Charmant se retrouvent tout le temps dans Once Upon a Time, dans Fables, ils sont divorcés. On comprend tout de suite, en fait, dans le premier volume, que effectivement Blanche-Neige est divorcée du Prince Charmant, qu'il a en fait trompé avec sa propre sœur, Rose Rouge. Voilà. Le Prince Charmant qui a un petit air de Superman quand même dans les dessins, est en fait pas du tout charmant. Il collectionne les histoires d'un soir, il collectionne les épouses. Après Blanche-Neige, il est marié à la Belle au Bois dormant, puis à Cendrillon. Et là, à mon avis, il y a une petite pique de Fables pour Disney dans les films duquel, en fait, ces trois princes se ressemblent énormément. Certains n'ont même pas de nom. Le prince de Blanche-Neige n'est jamais nommé. Donc, on voit à quel point ils sont interchangeables. Et Fables les fusionne dans une seule figure. Donc, divorcée du prince charmant, elle va développer une relation avec Bigby Wolf, qui est le shérif de Fabletown, et qui n'est autre que le grand méchant loup des contes de fées, qui n'apparaît pas chez Disney, qu'elle ne va pas épouser, mais avec qui elle va avoir des septuplés, au pouvoir magique, oui. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que leur relation aussi se développe de manière épisodique. Ils sont aussi séparés très régulièrement, chacun ayant son indépendance, chacun voulant aller de son côté, pour se réunir, pour se soutenir l'un et l'autre. Et là, on voit Fables qui propose à son public adulte une relation en fait, entre Blanche-Neige et un non-prince charmant qui est beaucoup plus au goût du jour, en fait. Oui. Oui. À partir de là, donc, je vous ai déjà montré 2-3 fois comment la série fonctionnait dans ces différentes relations, mais je vais passer plus précisément à des exemples de vraies mises en série, en fait. La première, dans Once Upon a Time, donc, dans Once Upon a Time, la série va, au cours des saisons, multiplier les univers, multiplier les mondes et multiplier les inverses de mondes. Et dans un épisode à la fin de la 4e saison, on a une version complètement inversée de la forêt enchantée, dans laquelle les bons sont les méchants et les méchants sont les bons. Donc, on retrouve en fait le personnage de la méchante reine qui devient une figure de Blanche-Neige. Et à l'inverse, Blanche-Neige devient une evil Snow White, donc une méchante Blanche-Neige. Ça ne dure que 2 épisodes, à la fin tout est rétabli, c'était de nouveau un mauvais sort qui est rompu, donc on peut revenir aux choses normales en fait. Ce qui est très intéressant dans ces épisodes inversés, c'est que les créateurs de la série peuvent jouer avec le personnage, peuvent lui donner des facettes supplémentaires, peuvent explorer des possibilités qu'on n'a pas d'habitude dans la série. Qu'est-ce qui se passerait si Blanche-Neige était vraiment méchante? On aurait ces 2 épisodes.
Et puis, il y a aussi une mise en série des contes eux-mêmes. Là, je vais focaliser sur les 2 scènes d'ouverture des 2 premiers épisodes de la saison 1 et 2. Donc, premier épisode de saison 1, premier épisode de la saison 2. Comme je vous l'ai dit avant, dans la saison 1, on a le prince charmant qui va réveiller Blanche-Neige. Et on a une scène tout à fait similaire dans la saison 2. Un prince qui chevauche dans une grande étendue jusqu'à un château, qui nous amène à une scène connue, du cercueil avec les nains dans un cas, et d'une jeune femme endormie au milieu de buissons de roses dans la deuxième. On a le baiser qui réveille la belle et la reconnaissance à la fin. Dans la deuxième saison, on voit qu'en fait, c'est la Belle au bois dormant cette fois, qui dit Philippe, ça c'est le nom du prince, lui il a un nom, chez Disney. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que visuellement, entre ces 2 épisodes, Once Upon a Time a mis en série les 2 contes. On voit les relations entre ces 2 contes-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces relations, en fait, sont déjà présentes chez les Grimm. C'est Joël qui m'a rappelé ça récemment. Les Grimm, dans leurs notes, en fait, disent qu'il faut lire La Belle au bois dormant en même temps qu'on lit Blanche-Neige, en fait. Donc, les relations sont déjà là dans les textes de base, et la série va jouer avec ça en mettant les contes en série. Ça crée aussi des attentes de la part du spectateur qui se dit « Alors cette fois, c'est quel prince qui va réveiller quelle princesse ?» Et il joue comme ça plusieurs fois avec plusieurs épisodes. Et il y a un processus semblable dans Fables de mettre les contes en série. Alors, comme je vous ai dit avant, dans Fables, Blanche-Neige, elle a une sœur, Rose Rouge, qui en fait lui vient d'un autre conte des Grimm qui s'appelle Blanche-Neige et Rose Rouge, qui n'est a priori pas du tout lié au conte Blanche-Neige et les 7 nains, mais qui va le devenir lié chez Bill Willingham dans Fables. Là, vous avez en fait les 2 planches du même volume, volume 15, qui s'appelle Rose Rouge, qui est composé de plusieurs chapitres. Et donc, un premier chapitre, c'est le conte, une réécriture du conte Blanche-Neige et Rose Rouge. Et un deuxième chapitre, c'est la réécriture du conte Blanche-Neige et les 7 nains. Mais en fait, si vous regardez l'image qu'il y a là, c'est l'image finale du conte de Blanche-Neige et Rose Rouge. Donc, alors, Willingham change un peu la fin du conte pour y attacher le deuxième, donc dans une véritable mise en série et dans un véritable tissage. Là, je voulais faire un clin d'œil à Olivier qui nous a parlé de guirlande il y a quelques temps, quand il nous a présenté les métamorphoses d'Ovid. Willingham fait une sorte de guirlande aussi entre les contes, une mise en série. Et ça lui permet de développer son personnage. L'histoire de Blanche-Neige et Rose Rouge va raconter l'enfance de Blanche-Neige et de sa sœur, et l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, plutôt son adolescence. Donc, comme ça, Willingham étoffe le passé de ces personnages qu'il va ensuite développer à l'âge adulte à Fabletown dans le contexte moderne. Et ça lui permet aussi d'introduire d'autres personnages dans cette enfance, notamment des personnages féminins. Il y a en fait une sorte de réseau de personnages féminins dans ces réécritures. Blanche-Neige et Rose Rouge ont une mère. Et quand Blanche-Neige doit, pour sa sécurité, être envoyée vivre ailleurs, elle est envoyée chez sa tante, qui ensuite prend le rôle de la belle-mère et c'est elle qui va empoisonner Blanche-Neige et c'est elle qui va être jalouse. Mais il y a tout un autre niveau de relation qui est développé entre les différents personnages. La mère qui est très protectrice de ses filles, Blanche-Neige et Rose Rouge qui sont très proches en tant qu'enfants, puis qui vont petit à petit se séparer. Et là, ça change le message du conte, qui n'est plus du coup à propos de la jalousie d'une femme d'âge mûr pour une jeune fille belle, mais qui devient plus proche de ce que les lecteurs de Fables peuvent vivre et qui tisse des relations différentes entre ces personnages. Once Upon a Time le fait aussi un petit peu, tisse des relations différentes entre Blanche-Neige et d'autres personnages, notamment la Belle au bois dormant, comme on l'a vu avant. Je vais terminer sur une petite note un tout petit peu négative, parce que quand même, il faut juste quand même remettre ces 2 séries en contexte, et elles ont des limites. Once Upon a Time est une production de Disney, et on voit très bien que les personnages restent présentés d'une manière très manichéenne. Les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, et si les méchants peuvent essayer de devenir gentils et parfois y parvenir, les gentils, eux, restent gentils jusqu'à la fin, ou alors ils sont méchants, mais dans des univers alternatifs qui n'ont aucune incidence sur le reste de l'histoire.
Et puis Fables, quant à elle, est plutôt influencée justement par la traduction du comic book. Donc on a des héroïnes femmes représentées de manière très sexy, ce qui a fait couler beaucoup d'encre chez les critiques. Blanche-Neige est peut-être une des rares exceptions de par sa position. Ce qui est important, c'est que ces deux séries contribuent quand même à changer la vision des contes qu'on a aujourd'hui, à les adapter, les réécrire, les transformer et à les rendre plus parlants pour notre monde à nous. Mais il restera à voir, en ce qui concerne Blanche-Neige en tout cas, ce que Disney lui-même va faire dans son remake de son dessin animé qui est prévu pour 2021. Voilà. Merci.